Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au book haul du mois d'avril et comment vous dire, ça va être long, ça va être très long. J'ai beaucoup trop craqué sur le mois d'avril. J'avais réussi à être raisonnable en début d'année. Ça y est, c'est fini. C'est fini, hein. Les résolutions du mois de janvier sont terminées, clairement. Puisque nous en avons 47 qui sont arrivés ce mois-ci. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Bref, c'est pas grave. Je me suis fait plaisir. C'était le but, c'était l'objectif. Peu importe, tant pis, ils seront lus quand ils seront lus. Je suis très contente qu'ils soient tous arrivés dans ma pile à lire. C'est pas grave, je sais pas où on va les ranger, je sais pas quand est-ce qu'ils seront lus. Mais voilà, j'en avais besoin. C'était un peu des achats compulsifs, mais ça m'a fait du bien. Et clairement, je regrette absolument pas, même si ça fait quand même beaucoup vu mon rythme de lecture. Ça représente à peu près une année de lecture pour moi, hein, 47 livres. Donc voilà, pour faire un peu le comparatif, donc sur un mois, on a une année. C'est pas mal. Je ne vais pas plus épiloguer. Nous allons tout de suite commencer puisque, vous vous en doutez, il y en a pour un petit moment. Je vais commencer par les grands formats et je ferai les petits formats après. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire dans ce sens-là, peu importe. Donc il y a des achats neufs, il y a des achats d'occasion. Donc du petit format, du grand format, voilà, il y a un peu de tout. Quasiment que de la SFFF. Je crois qu'il doit y en avoir un où c'est pas de la SFFF. Et encore, peut-être, je sais pas. Bref. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit en fait d'une trilogie puisque je me suis pris du coup les 3 tomes. J'en ai beaucoup entendu parler en bien et je voulais me faire mon propre avis sachant que j'ai lu une trilogie de cet auteur et voilà, j'avais plutôt bien apprécié sa plume. Je voulais donc voir un peu ce qu'il avait fait d'autre et donc je me suis pris Illuminae de Jay Kristoff et Annie Kaufman que j'ai dans les éditions Casterman. Donc je me suis pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, comme ça, je me suis dit, j'ai la trilogie complète, je pourrais les enchaîner. Donc on est sur des gros bébés. Ça a l'air complètement atypique. Il y a des pages noires, il y a des échanges de mails, de messages. Ça a l'air super intéressant. Je vous lis juste le résumé du premier pour pas vous spoiler la suite. Ce matin de 2575, lorsque Caddy rompt avec Ezra, elle croit avoir vécu le pire moment de sa vie. L'après-midi même, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi, Betek. Obligé de fuir, Caddy embarque sur le vaisseau Hypatia, Ezra sur l'Alexander. Très vite, Caddy soupçonne les autorités de leur cacher la vérité. Avec l'aide d'Ezra, le seul en qui elle peut avoir confiance, elle pirate le réseau informatique de leur flotte, accédant ainsi à des données confidentielles qui mettent en cause leur propre état-major. Alors qu'ils sont toujours traqués par Betek, l'intelligence artificielle censée les protéger se met à agir d'une façon étrange. Ça me donne trop envie. J'ai très envie de la lire tout de suite. Comme à peu près, je pense que tous les romans que j'ai achetés, j'ai tous envie de les lire tout de suite, mais clairement, c'est pas possible. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Enfin, voilà, j'en ai entendu beaucoup de bons retours. Je me suis prise la trilogie, voilà. Au moins, je pourrais les enchaîner. L'un des objectifs de cette vidéo sera de ne pas faire tomber un seul livre. C'est pas gagné. Ensuite, je vous présente le prochain que j'ai acheté. Alors, il faut savoir que j'avais le tome 1 et le tome 3 dans ma pile à lire que j'avais trouvé d'occasion. Et donc, j'ai trouvé le tome 2 de 1Q84 de Haruki Murakami que j'ai dans les éditions Belfond. Donc c'est le livre 2 de juillet à septembre. Je vous lirai pas le résumé vu que c'est un tome 2 et je me souviens plus du résumé du tome 1, donc je vais pas vous faire de résumé du tout. Je sais juste que c'est une trilogie que j'ai pas mal vu passer, qui a des plutôt bons retours, qui a l'air un petit peu ovni, un petit peu particulier, qui mélange plusieurs styles, plusieurs genres. Donc écoutez, je suis plutôt intéressée pour me faire mon propre avis et je me suis dit, me connaissant,
que j'allais vouloir les enchaîner. Donc voilà, j'ai les 3 tomes, je ne peux plus rien dire, je suis obligée de la lire. Ensuite, nous allons partir chez les éditions Gulfstream. Gulfstream éditeur, pour lequel j'ai trouvé 2 romans qui me faisaient de l'œil depuis un moment. J'ai tout d'abord trouvé le tome 1 de Runborn, donc qui est Tyr de Ariel Holz, qui est dans cette très belle édition. J'aime beaucoup ce que font les éditions Gulfstream. Là, on est sur un pseudo-hardback. C'est pas vraiment hardback, mais c'est pas non plus du brochet. C'est un peu un mix des deux, je trouve ça super. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et ça a l'air très intéressant. D'Ariel Holz, cette année, j'ai découvert Les Royaumes Immobiles, donc sa duologie de young adult. Et j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et du coup, il y a plusieurs titres qui me font envie chez lui. Donc sa trilogie Les Sœurs Carmine et Runborn qui a l'air vraiment sympa. Donc il y a le tome 2 qui est déjà sorti, il me semble. Je me suis prise que le tome 1 pour le moment et je vais vous lire le résumé. Chacune de ces runes possède un peu de l'essence d'un dieu ou d'une déesse indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter. Grandissez et prospérez, enfants des runes. Lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parlait Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Elle et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn, ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On parle de mythologie nordique, je trouve ça super intéressant. J'avais ça aussi dedans. Bref, écoutez, j'ai hâte de découvrir un autre des romans de cet auteur qui m'a beaucoup plu. Et l'autre roman que je me suis pris donc, dans les éditions Gulfstream, c'est De l'autre côté du mythe de Ariane de Flora Boukri, que j'ai vu pas mal passer cette collection. Et franchement, j'aime beaucoup la mythologie grecque et romaine. Et j'ai l'impression que ces réécritures sont un peu féministes. Alors j'en ai vu pas mal de retours qui étaient plutôt positifs. Donc je voulais me faire mon propre avis. Il y a 3 tomes, il me semble, qui sont sortis sur 3 personnages différents de la mythologie. Le premier étant Ariane. Et clairement, j'ai envie de me faire mon propre avis. Et vu que c'est des histoires indépendantes, ça me dérange pas de lire que celui-là et puis d'acheter les autres plus tard et du coup de pas avoir la collection totale tout de suite. C'est très court, hein, il fait même pas 200 pages, c'est écrit super gros. Et au niveau du résumé, on nous dit « Maintes fois, on a raconté que, jeune et naïve, j'offris mon aide au valeureux Théséus contre sa promesse de m'épouser avant d'être lâchement abandonné par mon héros. Ceux-là veulent me réduire, moi, Ariane, à un simple pion dans le grand échiquier des dieux de l'Olympe. Mais que savent-ils de ce qu'il s'est réellement passé ? Je vais vous confier comment, première fille du roi de Crète, j'ai vu 2 frères partir pour la Grèce et un seul revenir, détruit et humilié. Comment mon père Minos, fou de rage, s'est transformé en tyran, exigeant que son ennemi, le roi de Grèce, le dédommage de la pire manière. Comment, dans les profondeurs d'un labyrinthe monumental, a été enfermée une créature contre nature mi-homme, mi-bête, condamnée à une existence de prisonnière, et comment nous, Ariane, Phaédra, Pasiphae, les figures de l'ombre, nous avons joué notre rôle ou choisi notre propre destinée. Je trouve ça super intriguant. Je pense que celui-ci, vu qu'il est très court, je vais me le faire très très vite. Clairement, je pense qu'en une journée, ça s'est lu. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'adore en plus la mythologie. Donc, écoutez, très hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis pris chez les éditions 404 un autre roman de Ariel Holz. Je vous ai dit, je voulais découvrir l'auteur, du coup, quand je veux découvrir des auteurs, j'essaye de trouver un peu ce qu'ils ont fait et pouvoir trouver leur roman. Donc, il s'agit de Peine Ombre, donc de Ariel Holz dans les éditions 404. Je connaissais pas, je suis un peu tombée par hasard dessus et clairement, il a l'air super intéressant. C'est pareil, il n'est pas très très long.
C'est plutôt écrit gros, donc écoutez, je suis très intriguée, je vous lis le résumé. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres? Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens et Liviane Palimbre est de ceux-là. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'Académie de Pénombre qui forment les éclipsiens et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, j'aime beaucoup ces résumés là, un peu mystérieux, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Bref, j'ai hâte de le découvrir celui-ci aussi. Ensuite, nous passons chez HSN, donc les éditions de L'Homme sans nom. J'ai trouvé un roman que je n'ai absolument pas vu passer. Je trouve ça trop bizarre d'ailleurs. De quand il date? Je voulais regarder. 2018. Je ne l'ai jamais vu passer sur les réseaux. Ah, écoutez. Je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Donc, il s'agit de Et Dieu se leva du pied gauche de Oren Miller. Voilà, dans les éditions HSN. Je ne l'ai jamais vu passer. Alors, écoutez. Je voulais le résumer parce que on est sur quelque chose, je crois, il me semble un peu plus thriller que SF, mais ça a l'air bien quand même. Après avoir avoué à sa femme qu'il avait toujours détesté le thé, Ambroise Perrin se défenestre sous les yeux médusés des personnes présentes. Dans un palace vénitien, Louise Duval se réveille d'une soirée de gala et découvre que 7 de ses collègues sont morts au même moment dans leur lit de cause inexpliquée. Rien ne lie ces deux affaires si ce n'est leur mystère. C'est assez pour intéresser Évariste Fauconnier, enquêteur émérite spécialisé dans les affaires que personne ne peut résoudre. Entre crime en série et esprit diabolique, le fin limier va devoir dénouer les fils d'une gigantesque toile qui risque bien d'avaler son âme autant que sa raison. Voilà, écoutez, ça me tente bien. Ça me tente bien, ça a l'air un petit peu... peut-être pas horrifique, mais angoissant, donc pourquoi pas. Et puis ce mélange un peu d'enquête policière, on nous parle d'esprit diabolique, donc peut-être qu'il y a un peu d'occultisme derrière, donc pourquoi pas, ça a l'air sympa, et je ne l'ai vraiment jamais vu passer. Si vous l'avez vu, dites-le moi, envoyez-moi des chroniques, parce que clairement je ne l'ai pas vu. Ensuite, dans les éditions de Noël, Lune d'encre, j'ai pris Ars Obscura, le premier tome, Sorcier d'Empire, de François Baranger, que j'ai vu pas mal passer, mais... j'ai pas lu les chroniques. J'ai pas lu les chroniques parce qu'en fait j'ai peur qu'on me spoil. Et c'est souvent en fait que je me fais spoiler en lisant les chroniques et ça m'énerve. Donc celui-ci, je sais plus exactement de quoi ça parle. Attends, c'est un beau bébé. Hein. Ça a l'air d'être un beau bébé. Bref, je vous lis le résumé. Donc 1815, Napoléon Ier a conquis l'Europe grâce au pouvoir d'Élégaste, un sorcier dont nul ne sait rien et qui est le seul capable de pratiquer l'art obscur. Une forme de magie aussi puissante que terrifiante. En dépit de la force militaire de la France, la population vit dans la crainte des bulles noires, ces manifestations surnaturelles violentes qui engloutissent les gens et libèrent les hordes de monstres semant la mort dans les campagnes. Ludwig Arcerez, un mercenaire qui a tout oublié de son passé, s'est spécialisé dans la traque de ces créatures. Lorsqu'il croise la route d'Ételinde-Ordan, une étrange naturaliste recherchée par toutes les polices de l'Empire, celle-ci ne peut que constater l'impossible. Ludwig sait lui aussi faire appel aux forces de l'art obscur. Les deux marginaux vont unir leurs efforts afin de comprendre qui est cet effrayant sorcier et quels sont ses noirs desseins. Antique confrérie de mages, espions à la solde de l'étranger, mystérieuse entité ésotérique, comploteurs travaillant à la chute de l'empereur, secte russe d'adorateurs d'un dieu sanguinaire, chacun joue son rôle dans ce récit épique, les uns pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, les autres pour l'y plonger. Ça a l'air trop bien. Ce qui m'a attiré, c'est que c'est avec Napoléon et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de récits sur cette période-là. Donc écoutez, pourquoi pas. J'en ai vu pas mal de chroniques qui avaient l'air plutôt bonnes hein, de mémoire. Juste j'ai regardé, on nous disait que c'était bien. J'ai pas regardé le détail. Mais du coup, pourquoi pas. Et je crois que le tome 2 est sorti ou va sortir dans pas longtemps. Donc voilà, écoutez, une nouvelle saga.
pourquoi pas. Ensuite, celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist et j'ose jamais sauter le pas. Et je me suis dit que là, c'était le moment. Quitte à en avoir un de plus ou un de moins. Donc c'est dans les éditions Sonatine, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Donc celui-là, je l'ai vu passer, ça fait un moment qu'il est sorti, hein, mais je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. Et je suis en train de regarder en même temps, je vois qu'il a l'air d'avoir des pages un peu particulières. Bref, je le voulais en grand format, je l'ai vu pas mal en librairie en petit format, mais j'arrivais pas à le trouver en grand format. Donc très contente, ça y est, je l'ai trouvé. Et donc au niveau du résumé, on nous dit « Aucune histoire ne s'achève jamais vraiment tant qu'elle continue à être racontée. » Dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rollins trouve un livre mystérieux sans titre ni auteur. Découvrant avec stupéfaction qu'une scène de son enfance y est décrite, il décide d'en savoir davantage. C'est le début d'une quête qui le mènera à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, comme tous les autres, de toute façon. Bref, je vais pas vous dire que j'ai hâte de le lire, mais comme tous les autres, j'ai hâte de le lire. Ensuite, nous passons chez les éditions Le Bélial, parce que j'ai trouvé les 2 premiers tomes. Je crois pas qu'il y en ait d'autres encore de sortis. Et je ne sais plus combien il y a de tomes de prévus. Je sais plus si c'est une trilogie ou s'il y en a plus de prévus, je ne sais plus. C'est la saga de Léo Henry, donc 1000 saisons. Le premier tome, La Géante et le Naufrageur. Et le tome 2, L'éveil du Palazzo. Voilà, donc c'est une série jeunesse, il me semble. Jeunesse young adulte, quelque chose comme ça. Et on nous dit, pour le résumé du premier tome, lorsque Patito rencontre Syzygie, c'est pas facile à dire, hein, géante à l'étonnante voix d'or, le jeune naufrageur se lie aussitôt d'amitié avec elle. Qui oserait s'en prendre à lui en telle compagnie ? Or, il est loin de se douter des menaces pesant sur cette colosse tombée du ciel. De l'île de Grouille, tout au nord de l'Archimonde, jusqu'à Port-Cristal de la redoutable chasse, jusqu'aux féroceurs impies, nos héros devront affronter bien des périls dans cette aventure haute en couleurs qui inaugure avec brio le cycle des 1000 saisons. Voilà, écoutez, je l'ai vu passer, c'était sur le compte de Lucie, la chaîne Lucie a lu, qui en avait fait un très très bon retour en disant que c'était une très très bonne saga. Donc j'ai hâte de la découvrir. Je verrai si j'arrive à accrocher aux 2 premiers tomes. Et puis si c'est le cas, je m'achèterai la suite avec grand plaisir. Ensuite, nous passons chez Scrinéo. Chez Scrinéo, je me suis trouvé 2 romans. Le premier, c'est Le désert des couleurs de Aurélie Wellenstein, que j'ai lu cette année. J'ai lu La mort du temps, qui était vraiment très sympathique. J'avais beaucoup aimé le style de l'autrice et du coup je voulais lire d'autres de ses romans. Et je suis tombée sur celui-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous lis le résumé. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors, pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kabalrai, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux et une fois qu'on s'y engage, il est difficile de ne pas s'y perdre. Ça a l'air super bien, comme son autre roman, c'est hyper mystérieux et j'ai hâte de voir ce que donne sa plume dans ce genre de récit. Peut-être un peu plus contemplatif en tout cas par rapport à l'autre. Et le deuxième que j'ai pris chez les éditions Scrinéo, c'est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Il est énorme. Je pensais pas qu'il était si gros. Je vous jure, quand je l'ai vu, j'ai fait mais what ? Il est énormissime. Bref, bon, c'est écrit gros aussi dedans. Mais je m'attendais pas à un si gros bébé. Après, il est pas si gros que ça, je veux dire, en termes de nombre de pages, mais il fait très brique. Bref, on s'en fiche un petit peu, ça prend de la place du coup. Au niveau du résumé, on nous dit 1467, Japon. Ikari, une mystérieuse jeune femme, vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux de la province d'Izumi. Fascinée depuis toujours par les humains, elle s'intéresse de près aux villageois installés au pied de la montagne
et plus particulièrement à June, l'un des bûcherons. Mais le contact avec les hommes est formellement interdit par son clan. 2016, Tokyo. Depuis toujours, Mina a le pouvoir de côtoyer les yokai, esprits et monstres du folklore japonais. Solitaire à cause de ce don qu'elle doit cacher à tous, la jeune fille ne se sent pas à sa place dans la société. Jusqu'au jour où un esprit tente de s'introduire dans ses rêves et que Natsume, une fille de sa classe, l'entraîne dans une chasse aux démons à travers la capitale. Deux univers qui se croisent, deux destins qui s'entremêlent entre quête d'identité et désir d'émancipation. Bah écoutez, ça me tente bien, hein. C'est pas pour rien que je l'ai acheté. Je lis pas beaucoup de fantasy, on va dire de romans, de littérature à tendance asiatique. J'espère que je dis pas de bêtises en disant ça comme ça. Et j'aimerais beaucoup pouvoir me pencher un peu plus sur ce genre de littérature. Et clairement, celui-là, il faisait partie de la liste de ceux qui me faisaient très envie. Donc c'est une très belle découverte, je pense, à venir. On continue avec les éditions Mnemos. Donc chez Mnemos, je me suis pris La Niréide de Fabien Clavel. Celui-là, ça fait un moment pareil que je le vois passer. Et franchement, il a l'air bien aussi. Donc Fabien Clavel, je crois que j'ai jamais rien lu de cet auteur. Et ça fait partie des auteurs français, il me semble qu'il est français ou francophone en tout cas, qui ont l'air très intéressants au niveau de leurs plumes et de leurs romans. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Je vous lis le résumé. Troie brûle. Les guerriers grecs, vainqueurs, reprennent leurs navires. Parmi eux se trouve le prince Niréus de Cimée. Arrivé très jeune à la guerre, il en revient balafré et écœuré par les combats. Il ne demande plus qu'à retrouver sa petite île, comme Ulysse son Ithaque. Cependant, sa propre Odyssée ne sera pas de tout repos. Sous l'œil des dieux olympiens, il va errer longtemps en Méditerranée, affrontant Amazone, Gorgone et Telchin, ou Telkin, je ne sais pas comment ça se dit, dans un périple qui l'emmènera jusqu'aux enfers. Avec ce roman porté par un souffle épique comme mélancolique, l'auteur nous conte avec érudition et émotion une histoire dans laquelle l'action, le merveilleux, l'humain et le divin se mêlent avec brio. Ça a l'air trop bien, en plus c'est de la mythologie. Voilà, donc mythologie grecque, oh la vache, c'est écrit petit. C'est écrit très petit, ça a l'air très dense, mais et il n'est pas si petit que ça en termes de longueur. Bref, ça a l'air vraiment sympa, c'est de la mythologie, donc je pense que pour moi c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir un auteur, vu que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc pourquoi pas. Chez les éditions Naos, je me suis trouvé le tome 1 et le tome 2 de La Brigade du Surnaturel, BMS, donc de Florian Impala. Donc ça c'est le tome 1 et j'ai également pris donc le tome 2. Au niveau du résumé, je vais vous lire que le résumé du tome 1. Quand un inconnu s'introduit dans l'appartement de Claire de Fontaine, sa vie bascule. D'abord sur son canapé, puis sur le siège en cuir d'une berline des années 70, où elle s'installe pour un road trip sanglant vers les limbes. Car le bellâtre qui vient de braquer son intimité n'est pas de ceux à qui l'on refuse la main. Envoyé par le big boss des enfers lui-même pour résoudre une affaire de meurtre en série parmi ses ouailles démoniaques, il est bien décidé à faire de Claire, inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. Il faut dire qu'elle est la meilleure et que le timing est serré. Et pendant que ce duo improbable arpente les ponts entre les mondes à la recherche du cinglé qui saccage les surnates, la Terre continue de sombrer lentement dans le chaos des IT, ces humains contaminés par une magie vicieuse qui les dope à l'extase et les shoot à la folie. Et rien, à part le Smith & Wesson et le talent de l'inspectrice de Fontaine, ne semble en mesure d'arrêter ce carnage. Ça a l'air sympa quand même, non? Écoutez, moi je trouve que c'est... Enfin voilà, j'aime bien en fait le mélange fantasy avec enquête policière. Donc écoutez, franchement, ça a l'air vraiment bien. Ensuite, j'ai fait une razzia chez Albin Michel Imaginaire. J'adore cette maison d'édition, j'adore les écrits qu'ils proposent et j'aime beaucoup leur charte graphique également. Bref, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà pas mal de leurs livres dans ma pile à lire que je lis pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ose pas y aller alors que à chaque fois, je suis trop contente de ce que je lis chez eux. Mais du coup, j'en ai racheté plein. J'en ai racheté plein parce que j'en avais pas assez de toute façon. Donc les premiers que j'ai pris, c'est un tome 1 et un tome 2 donc de Adam Troy Castro. Donc le premier tome, c'est Émissaire des morts. Et le tome 2, c'est La troisième griffe de Dieu. Donc je crois que la série, c'est Andrea Corte, je crois que ça s'appelle. Donc
Je suis contente parce que c'est un mélange, je crois, de science-fiction et pareil, un peu d'enquête. Donc je vous lis le résumé du tome 1. Un space opéra coup de poing situé dans un futur lointain, celui du système mercantile où le racisme, la guerre, l'esclavagisme et la corruption n'ont pas pris fin, bien au contraire. Quand elle avait 8 ans, Andrea Cort a été témoin d'un génocide. Puis, après avoir vu ses parents massacrés, elle a rendu coup pour coup. En punition de ses crimes, elle est devenue la propriété perpétuelle du corps diplomatique, où, les années passant, elle a embrassé la carrière d'avocate puis d'enquêtrice pour le bureau du procureur. Envoyée dans un habitat artificiel aussi inhospitalier qu'isolé, où 2 meurtres viennent d'être commis, la jeune femme doit résoudre l'affaire sans créer d'incident diplomatique avec les intelligences artificielles propriétaires des lieux. Pour ses supérieurs, peu importe quel coupable sera désigné. Mais les leçons qu'Andrea a apprises enfant ont forgé l'adulte qu'elle est devenue, une femme pour le moins inflexible qui ne vit que pour une chose, combattre les monstres. Voilà, ça a l'air trop bien. Trop bien, donc écoutez, je m'en ferai mon propre avis. Mais voilà, un mélange science-fiction et enquête policière, je trouve ça très intéressant. Je viendrai vous en reparler un de ces jours. Ensuite, je me suis pris une duologie, toujours chez Albin Michel Imaginaire, de Neil Stephenson. Donc c'est Anathème, le tome 1 et le tome 2. C'est une duologie, donc j'ai tous les tomes. Voilà. C'est une duologie que j'ai depuis un petit moment dans ma wishlist et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je vous lis le résumé. Fra Erasma est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de Sant Edar, un sanctuaire pour les mathématiciens et les philosophes. Depuis des siècles, autour du sanctuaire, les gouvernements et les cités n'ont eu de cesse de se développer et de s'effondrer. Par le passé, la congrégation a été ravagée 3 fois par la violence de conflits armés. Méfiante vis-à-vis du monde extérieur, la communauté de Sant Edar ne s'ouvre au monde qu'une fois tous les 10 ans. C'est lors d'une de ces courtes périodes d'échange avec l'extérieur qu'Erasmas se trouve confronté à une énigme astronomique qui n'engage rien de moins que la survie de toutes les congrégations. Ce mystère va l'obliger à quitter le sanctuaire pour vivre l'aventure de sa vie. Une quête qui lui permettra de découvrir Arbre, la planète sur laquelle il vit depuis toujours et dont il ignore quasiment tout. Voilà, donc encore un petit mélange science-fiction et enquête policière, donc pourquoi pas. Écoutez, j'ai hâte de la découvrir également. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Gnomon de Nick Arkaway. Pourquoi que le tome 2 ? Parce que j'ai déjà le tome 1 dans ma pile à lire et je le sors pas parce que du coup j'ai pas le tome 2, donc maintenant j'ai plus d'excuses. Je ne sais plus de quoi ça parle et je vais pas lire le résumé pour pas me spoiler. Il me semble qu'on était en Grande-Bretagne, mais je sais plus exactement. Il y a plusieurs typologies dans le texte. Ouh là là, ça a l'air sympa ça. Il me semble que c'est un mélange encore science-fiction et enquête policière. Science-fiction parce qu'on est dans le futur, il me semble, en Grande-Bretagne. Et on suit une enquêtrice, il me semble aussi. Je crois que c'est une enquêtrice. Bref, quelque chose comme ça. Et du coup, je me lançais pas dans le tome 1 parce que j'avais pas le tome 2. Voilà, je vais pouvoir les lire. Ensuite, j'ai trouvé un one-shot que j'ai pas vu passer celui-là. Alors celui-là, il est passé complètement sous le radar. Il date de 2019. Bon, je sais pas, 2018, 2019, c'est des années où j'ai pas dû regarder les sorties. Bref. Il s'agit du Chant mortel du soleil de Frank Ferrick. Jamais vu. Jamais vu, je vous lis le résumé. Il s'appelle Ara-Atan. Il est le grand Xar. On le surnomme la montagne car il est haut comme 2 hommes, large comme un auroch. Le destin de ce géant est d'achever l'extermination totale des dieux. Une seule divinité a survécu, celle de la cité d'Ishrun. Pour abattre les murailles d'Ishrun et éteindre le culte de la première flamme, Ara-Atan se donne 1 an. Elle s'appelle Kozum. Née esclave, elle était la meilleure dresseuse de chevaux des plaines. Pour avoir tenté de castrer le fils de son maître, elle a été enchaînée nue à une tour pleine de morts. Alors qu'elle attend résignée le baiser mortel du gel, 4 cavaliers la délivrent. Ces hommes durs retournent auprès du grand Xar. Kozum, qui croyait mettre un pied dans la guerre, va entamer un tout autre voyage. Je l'ai absolument jamais vu passer, j'ai jamais entendu ce résumé, j'ai jamais vu de chronique. Si vous en avez, montrez-les-moi parce que clairement, il fait partie de ceux qui sont complètement passés sous les radars et pourtant ça a l'air bien, donc à voir. Ensuite, j'ai trouvé Sémiosis de Sue Burke, donc toujours chez Albin Michel Imaginaire. Celui-là, je l'ai un peu plus vu passer. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a un autre. Ça doit être un premier tome celui-là. Enfin, il me semble pas que ce soit un one-shot. Mais au niveau du résumé, on nous dit
Ils sont 50, des femmes et des hommes de tout horizon. Ils ont définitivement quitté la Terre pour, au terme d'un voyage interstellaire de 160 ans, s'établir sur une planète lointaine qu'ils ont baptisée Pax. Ils ont laissé derrière eux les guerres, la pollution, l'argent, pour se rapprocher de la nature. Tout recommencer, construire une utopie. Mais très vite, des drames menacent leur idéal. Du matériel irremplaçable est détruit. Des morts surviennent et s'accumulent. La nature est par essence dangereuse. Celle de Pax, mystérieuse, ne fait pas exception à la règle. Pour survivre, les colons vont devoir affronter ce qu'ils ne comprennent pas et comprendre ce qu'ils affrontent. Ça a l'air bien. Ça a l'air sympa, ça aussi. Bon, par contre, ça a l'air bien dense. Mais j'en ai vu pas mal de retours, donc écoutez, pourquoi pas, il faut que je me fasse mon propre avis. Et enfin, le dernier chez Albin Michel Imaginaire, il s'agit des Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai lu de Jean-Laurent Del Socorro Morgane Pendragon, que j'avais beaucoup aimé, et je voulais découvrir les Amants du Ragnarok, mythologie nordique. On se connaît. Du coup, je voulais voir un peu ce qu'il donnait donc, dans un autre type de mythologie. Et j'aime beaucoup ce qu'il avait fait sur Morgane Pendragon, donc écoutez, pourquoi pas. Je vous lis quand même le résumé. Le Ragnarok approche. L'hiver, long de 3 ans, touche à sa terrible conclusion. Thor, fils d'Odin, a eu une vision, celle de sa mort prochaine. Parce qu'elle refuse de s'y résoudre, son épouse, la géante Jarnsaxa, entreprend la plus périlleuse des quêtes dans un monde où la mort et la vie désormais se confondent. Elle se joint à Jorun, une skalde aveugle, en route vers la Valhalla pour faire ses adieux à son amante tuée lors d'une bataille qui font rage dans les royaumes humains. Ensemble, la géante et la musicienne n'auront d'autre choix que d'affronter le Ragnarok. Et donc, Les Amants du Ragnarok, c'est le 2e tome du triptyque sur les mythologies européennes, sachant que le premier tome c'était Morgane Pendragon, donc ça tombe bien. Je crois pas que le 3e tome soit sorti, ou alors j'ai pas fait attention, mais voilà, écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur de la mythologie nordique. Ensuite, nous passons chez les éditions Léa, et chez les éditions Léa, je me suis pris Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, que j'ai vu passer et qui me faisait trop envie, et je l'ai trouvé en hardback, donc très contente, très contente. Voilà, il est très joli, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc au niveau du résumé, on nous dit Londres 1983 ou presque. Armée de maigres indices, Suzanne part à la recherche du père qu'elle n'a jamais vu. Mais sa source la plus prometteuse est en réalité une créature du monde magique qu'un libraire très spécial élimine sous son nez. Car les libraires sont avant tout les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique, quand ils ne s'occupent pas de vendre des livres. Merlin et Viviane en font partie, et leurs pouvoirs hors normes ne seront pas de trop pour sortir Suzanne des mauvais pas où elle a le don de se fourrer. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de me le procurer. Donc écoutez, là j'ai craqué. Là j'ai dit c'est le moment. Donc je me le suis pris, il a l'air vraiment bien. J'ai vu un peu de tout au niveau des retours, donc voilà, je vais me faire mon propre avis, mais j'avais quand même très envie de le découvrir. Et j'ai également fait une précommande sur leur site pour 2 romans, je vais vous montrer lesquels après, qui sont sortis là il y a récemment, donc du coup je voulais trop les avoir, j'en ai profité pour faire une commande sur leur site et pour prendre également d'autres de leurs titres que je voulais continuer. Bref, donc déjà j'ai eu un petit mot doux, j'ai trouvé ça trop chou parce qu'en fait on sent qu'ils ont envie de prendre soin des gens qui commandent sur leur site et j'ai trouvé ça trop sympa. Donc j'avais un petit mot doux et le tote bag qui va avec. Donc vous allez tout de suite comprendre du coup pourquoi j'ai fait une précommande. Voilà. John Gwynne. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc j'ai précommandé et reçu les tomes 3 et 4 du livre des terres bannies. Donc le tome 3, il est où ? C'est celui-là. Voilà, dans les éditions collector qui sont sorties donc récemment. Donc j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Donc voilà, je voulais la suite. Je suis très contente, ils sont en parfait état, ils sont arrivés, ils étaient chouchoutés, mais j'étais tellement heureuse de les retrouver. Donc ça c'est le tome 3, je ne vais pas vous lire le résumé. Et le tome 4, pareil, qui est un beau bébé, qui est trop beau aussi.
trop contente de les avoir. Vous pouvez pas imaginer, j'ai trop envie de découvrir cette série. Et en fait, quand j'ai acheté les tomes 1 et 2, je voulais les lire tout de suite. Et je me suis dit, laisse tomber, si t'as pas la suite et que ça te plaît, ça va être mortel. Donc maintenant que j'ai les 4, voilà, je vais pouvoir, je pense, essayer de me les enchaîner. En tout cas, voilà, ils viennent rejoindre leurs 2 copains. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Et du coup, vu que je faisais la précommande, en même temps, j'en ai profité pour me prendre la suite d'une trilogie. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, je crois, et j'avais adoré, mais j'avais pas la suite. Et en fait, mon problème, c'est que on n'a pas beaucoup de librairies par là où j'habite, et très peu, encore moins, de librairies spécialisées SFFF. Donc il faut commander. Et moi ça me gave en fait, parce que quand je vais en librairie, je veux sortir avec mon livre, je ne m'amuse pas à commander. Sauf voilà, quand il y a des précommandes, des trucs comme ça. Donc à chaque fois en fait ça me saoule de pas... et je les trouve pas en fait, ils sont pas dans mes librairies. Donc sinon après il faut aller sur la Fnac et compagnie, et je trouve que c'est autant que j'achète en fait sur leur site directement. Donc j'avais le tome 1 dans ma pile à lire que j'avais trouvé à l'époque, et je voulais la suite. Donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la trilogie des Poudres Mages de Brian McClellan. Donc là c'est le tome 2, La Campagne Écarlate, et le tome 3, La République d'automne. Voilà, donc on est sur des gros pavés. Et c'était tellement bien le premier tome que voilà, j'aimerais bien lire la suite. Je pense qu'il va falloir quand même que je relise le premier tome parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui se sont passés et je pense que j'en ai oublié une partie. Et ce serait dommage en fait que je perde le fil. C'était trop bien. Je vous ferai même pas de résumé en fait parce que je savais même pas moi le résumé du premier tome et j'y suis allée comme ça. C'est passé super bien. C'est très très bien écrit, ça se lit tout seul, c'est des gros pavés mais ils se lisent super bien. Donc je me suis dit, vu que je commandais sur leur site, c'était l'occasion de commander ceux-là en même temps. Donc voilà, chose faite, j'ai plus qu'à les lire. Ensuite, j'ai gagné un concours sur le site d'Elbakin. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, je pense, le site pour que vous puissiez aller voir. C'est un site de référencement quand même assez important sur tout ce qui est SFFF, que ce soit en littérature, en cinéma, en jeux vidéo, etc. Et du coup, il y a pas mal d'articles qui sortent régulièrement, qui sont très intéressants, qui me permettent d'avoir un peu plus de détails sur ce genre de littérature. Et ils organisaient un concours pour gagner un roman. Et je faisais partie des 3 gagnants, donc j'étais trop contente. Il s'agit de la première intégrale de Téméraire de Naomi Novik, dans les éditions J'ai lu. Donc voilà, c'est un gros pavé. Qui fait combien d'ailleurs? On rigole. Qui fait 1080 pages, voilà. Donc, et dedans, je crois qu'il y a les 3 premiers tomes, il me semble, de cette saga. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si je vais les retrouver. Tome 1, tome 2, tome 3. Je savais pas que cette autrice avait fait une saga comme celle-là. Donc, en fait, quand je l'ai vue sortir chez J'ai lu, j'ai regardé un peu et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais en fait ça a l'air trop bien. Donc j'étais mis dans ma wishlist et prêt à l'acheter. Et pas longtemps après, du coup, j'ai vu le concours sur le site d'Elbakin. Je vais tester pour voir. Et donc, du coup, je l'ai reçu, je suis trop contente. Donc, je vous lis le résumé. Alors que les guerres napoléoniennes font rage, le jeune capitaine Will Lawrence fait une découverte qui va changer le cours de sa vie. Son vaisseau vient de capturer une frégate française et sa cargaison, un œuf de dragon très rare. C'est la naissance d'une amitié indéfectible entre le fabuleux dragon Téméraire et son jeune pilote. Rapidement, il s'initie aux tactiques périlleuses de la guerre aérienne. Car la France, dirigée par un Bonaparte plus audacieux que jamais, rassemble ses propres créatures pour transporter ses troupes sur le sol britannique. Voilà, on est encore avec du Napoléon, je trouve ça trop bien. Du coup, je l'avais jamais vu en fait, et je savais pas du tout que cette autrice avait fait ça. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en plus, Naomi Novik, j'ai lu le premier tome de Scholomance, j'avais beaucoup aimé. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir sur de la fantasy vraiment peut-être plus classique, on va dire, avec des dragons.
Donc écoutez, très contente. Allez, courage, on a bientôt fini, promis. On passe au petit format. Donc j'ai dans les éditions Pocket, je me suis trouvé le tome 6 de Elric, La Revanche de la Rose de Michael Moorcock. J'ai quasiment tous les tomes, je crois qu'il doit me manquer le tome 2 ou le tome 3, je sais plus, dans ces vieilles éditions, j'adore ces petites éditions. Du coup là c'est le tome 6, donc je vais pas vous lire le résumé. Elric c'est un grand classique de fantasy que je n'ai jamais lu, donc écoutez, c'est l'occasion je pense de le découvrir dans ces petites vieilles éditions que je trouve trop sympa. Donc voilà, le tome 6 est arrivé chez moi. Autre grand auteur de fantasy, toujours chez Pocket, il s'agit des Annales du Disque Monde, donc c'est Accro du Rock de Terry Pratchett. Alors je sais plus quel tome c'est celui-là, 9, 10, c'est le tome 16, voilà. Donc du coup c'est pareil, c'est des vieilles éditions. Je sais plus dans quel cycle il rentre celui-ci, mais il me semble qu'on y retrouve Mortimer d'une certaine façon, mais je crois pas que ça soit le cycle de la mort. Bref, donc c'est le 16e tome de Terry Pratchett et des Annales du Disque Monde. Il m'en manque encore un. Je crois qu'il y a 35 tomes, quelque chose comme ça. J'en ai quelques-uns, j'en prends un de temps en temps, par-ci par-là quand j'en trouve un. Donc voilà, là c'est celui-ci que j'ai vu trouver. Donc, il vient rejoindre ma pile à lire. Ensuite, dans les éditions Folio SF, j'ai trouvé le tome 2, parce que j'ai déjà le tome 1 dans ma pile à lire, que je ne sors pas parce que j'ai pas le tome 2. Donc le cycle de Bohème, donc c'est Les Révoltés de Bohème de Estelle Faye dans les éditions Folio SF. Donc j'ai le premier tome dans ma pile à lire que j'avais commencé et je me suis dit, ça a l'air trop bien, j'ai pas le tome 2, ça va pas le faire. Je me suis arrêtée. Voilà, c'est un gros pavé, hein, il fait 900 pages. On en est bien. Donc écoutez, je verrai ce qu'il en est. De mémoire, on suivait plusieurs personnages. Il y avait une sorcière, il y avait un voleur, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bon, il y avait plusieurs personnages dans un monde fantasy un peu médiéval, je dirais, au niveau de l'époque. Ça avait l'air sympa, mais j'avais pas lu beaucoup parce que je m'étais dit que ça avait l'air trop bien et que vu que j'avais pas la suite, j'allais être frustrée. Donc je me suis arrêtée assez vite. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais commencé à lire, donc voilà, maintenant j'ai le tome 2, je vais pouvoir les enchaîner. Ensuite, dans les éditions 10-18, j'ai trouvé le 3e tome de Jasper Ford, donc Le Puits des Histoires Perdues. C'est, je crois que le titre de la saga, c'est Les Aventures de Thursday Next, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le tome 3. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien aimé, donc j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'ai trouvé le tome 3. Je vais pas vous lire le résumé pour pas vous spoiler, mais en gros, on va suivre une jeune demoiselle qui travaille au ministère et qui va résoudre une enquête. Donc la première enquête, c'était sur la disparition d'un manuscrit avec Jeanne R, je crois, quelque chose comme ça. On est dans un monde un peu dystopique avec des retours dans le temps et tout. Il y a un moment, j'étais un peu perdue au niveau de la temporalité de ce qui se passait dans les histoires, mais c'était vraiment super bien écrit, avec un petit côté un peu satirique, ironique, qui était vraiment sympa. Donc écoutez, plutôt hâte de voir ce que ça donne sur la suite. Dans les éditions PAL, j'ai réussi à me trouver Le Chant des légendes perdues de M.H. Ayind. Pas sûr que ça se dise comme ça. Donc c'est le premier tome des Invocateurs. Donc c'est une série qui vient de se sortir chez PAL et en même temps en grand format chez De Saxus. Et il n'y a que le premier tome qui est sorti pour le moment. Donc on verra quand on aura la suite. Mais le pitch avait l'air vraiment sympa, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on nous dit: les 9 terres sont en guerre. Depuis des siècles, les grissants, des créatures meurtrières, les attaquent sans relâche, semant la destruction sur leur passage. Les seuls à pouvoir empêcher le continent de plonger dans la destruction sont les invocateurs, des sangs nobles capables d'appeler l'ancêtre de leur clan sur le champ de bataille. Mais alors que le vaisseau d'une expédition disparue s'échoue sur les terres d'Adatali, qu'une jeune femme vivant dans les bas-fonds de la capitale parvient à lier un esprit et que le fils déchu d'une grande seigneur de guerre invoque une incarnation unique de Mizito, les 9 terres n'ont jamais couru un plus grand danger. Car les ancêtres ne sont pas les seuls esprits à pouvoir être invoqués et les grissons ne sont pas les seuls monstres à hanter l'obscurité. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air très sympa. C'est encore un beau pavé de plus de 700 pages. Bien dense, hein, voilà. Bon, écoutez, on verra, mais c'est le premier roman de l'auteur, donc écoutez, pourquoi pas.
En tout cas, ça a vraiment l'air sympa. Je suis pas hyper fan des éditions de Saxus et Pal, mais il y a 2-3 titres qui sont plutôt pas mal. Ce qui m'embête surtout, c'est que c'est souvent de la romantasy et ça m'énerve, parce qu'il n'y a que de ça. Donc celui-là, ça a pas l'air d'en être, donc j'espère que je me trompe pas et que c'est vraiment de la fantasy pure et dure. Ensuite, nous passons chez Brajlon. Chez Brajlon, je me suis trouvé 3 titres. Le premier, il s'agit des Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia. J'ai pris un petit format. J'adore ces petits formats chez Brajlon. Bref. Au niveau du résumé, on nous dit Mexique, année 20. Le Jazz Age bat son plein. Mais Cassiopeia est trop occupée à récurer les sols de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre dans la chambre de son grand-père, retenant prisonnier l'esprit d'un dieu de la mort maya, qui lui demande de l'aider à récupérer son trône, volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Cassiopeia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles du Yucatan aux lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des morts mayas. Voilà, il était finaliste du prix Nebula. Ça a l'air sympa. J'ai vu des retours bon, mitigé, pas bon, voilà. Donc écoutez, il y a un peu de tout. Je vais me faire mon propre avis. Ça a l'air sympa. C'est encore, je trouve, sur une culture qu'on ne voit pas beaucoup en littérature, surtout en SFFF. Donc c'était l'occasion de pouvoir le découvrir. Donc il arrive chez moi. Ensuite, je me suis trouvée dans les éditions Milady, donc de Brajlon, toujours les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Claire North, c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai vu pas mal passer sa trilogie sur... Je sais plus le nom de la trilogie. C'est Le Serpent, la trilogie de la maison ou la maison des jeux, je sais plus exactement. Et... elle a fait aussi d'autres titres qui ont l'air intéressants et celui-ci est revenu également pas mal. Donc écoutez, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir la découvrir sur un one-shot. Ça évite encore une saga. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un certain nombre de sagas quand même qui sont en cours, que j'ai pas encore commencé et j'en rajoute. Donc si on pouvait aussi avoir des one-shots, c'est pas mal. Donc au niveau du résumé, on nous dit Harry Auguste se trouve sur son lit de mort, une fois de plus. Chaque fois qu'il décède, il naît de nouveau au lieu et à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois, possédant tous les souvenirs des vies qu'il a déjà vécues. Au crépuscule de sa 11e vie, une petite fille apparaît à son chevet. « J'ai bien failli vous rater, docteur Auguste, dit-elle. Je dois vous transmettre un message, passé d'enfant à adulte, remontant de génération en génération depuis un millénaire dans le futur. Le voici. La fin du monde approche et nous ne pouvons pas l'empêcher. À vous de jouer. » Ça a l'air sympa. J'aime bien ces histoires un peu d'immortalité qui... Pour résoudre une enquête, voilà, on est encore sur de l'enquête, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc écoutez, plutôt hâte de découvrir ce roman de Claire North. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé chez Brajlon, il s'agit du Club Vesuvius, donc une aventure de Lucifer Box de Marc Gatiss. C'est le premier tome d'une saga. Je ne sais plus combien il y a de tomes de sortie, je ne sais pas si elle est terminée. Mais le pitch a l'air sympa, c'est dans leurs éditions steampunk. J'en ai plusieurs, j'aime bien ces petites éditions également. Et je les trouve très jolies en plus. Et généralement, il y a des petites... ouais, c'est ça, des petites illustrations au niveau des entêtes. Voilà, ça a l'air sympa. Donc, on nous dit... Dandy, bel esprit, mauvais garçon, et le plus irrésistible des agents secrets de Sa Majesté. Lorsque les meilleurs scientifiques du royaume sont mystérieusement assassinés, Lucifer se lance dans une enquête trépidante des clubs de gentlemen londoniens au bas-fond volcanique de Naples, tout en déterminant la façon la plus saillante de porter un œillet blanc à sa boutonnière. Une immersion étourdissante dans les arcanes d'un ordre occulte aux pratiques décadentes et de ses secrets les plus sulfureux. Voilà. J'aime bien, encore une enquête. Voilà, un peu de mystère, un peu d'enquête, mélangé à de la fantasy, de la science-fiction. Je pense que vous avez compris que j'aime bien ça. Et la mythologie? Non, c'est à peu près une grosse partie de ce que j'ai acheté quand même sur ce mois-ci. Donc écoutez, celui-ci, on verra. Je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas du tout ce qui est dit à ce sujet-là. Mais voilà, je suis très intriguée par le résumé. Donc pourquoi pas.
Ensuite, chez J'ai lu, je me suis pris une suite de sagas. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire et donc j'ai trouvé le tome 2, le tome 3 et le tome 4 donc du cycle d'Ender. Donc le tome 2 c'est La Voix des Morts, le tome 3 c'est Xénocide et le tome 4 c'est Les Enfants de l'Esprit. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a aucun que c'est de la même édition. Voilà. Pourtant j'avais regardé pour que ce soit les mêmes, mais bon. Bref, c'est pas grave. Donc, je vais pas vous lire le résumé du tome 2, puisque j'ai pas le tome 1 sous la main. Mais en gros, on est sur un pitch science-fiction avec un jeune homme qui a un don au niveau stratégie militaire, et qui va être du coup... qui va partir dans une école militaire pour développer ce don et développer ses capacités là-dessus. Et dans l'optique de détruire une race extraterrestre qui menace la Terre. Et puis ça, donc ça, c'est la suite. Voilà, donc je vais pas regarder le résumé. Mais voilà, donc c'est une saga normalement complète en 4 tomes. Il me semble que j'ai tous les tomes. Donc je vais pouvoir les enchaîner et pouvoir lire le premier tome. Le premier tome est sorti en film, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai vu le film. Et après je me suis dit, tiens, c'est un livre. Donc on va lire le livre. Voilà, donc... Le tome 2, 3, 4 rejoignent ma pile à lire. Et nous passons chez le livre de poche. Donc, chez eux, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Eh ben, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de Quand les dieux buvaient, de Catherine Dufour. Donc, c'est Blanche-Neige et les lance-missiles, c'est le tome 1. Et Blanche-Neige contre Merlin l'Enchanteur, c'est le tome 2. Voilà, c'est des anciennes éditions, mais ça a l'air sympa. Catherine Dufour, elle a fait pas mal de choses assez intéressantes. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est sorti tout récemment sur un pitch un peu science-fiction, il me semble. Mais ici, on nous dit « Tous les contes commencent par « Il était une fois » et finissent par « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Oui, mais et après ? Et si le règne de Blanche-Neige avait été une horrible dictature ? Et si le miroir magique était devenu gâteux ? Et si Peau d'âne était tombée amoureuse du prince de Cendrillon ? Une poignée de fées du bois de Boulogne, une bande de spectres, le Père Noël et sa fille, l'Ankou et sa faux, le petit chaperon rouge et l'affreux démon Bilguette suffiront-ils à sauver le monde du chaos ? Et en fait, on nous dit un cycle foisonnant de trouvailles en forme d'hommage à Terry Pratchett et au Monty Python et qui puise dans la matière des contes de fées tels qu'on ne les a jamais lus. Et je trouve ça super intéressant parce que de la fantaisie humoristique à la française, on n'en a pas des masses, en tout cas j'en ai pas beaucoup lu, voire peut-être même pas lu du tout. Et du coup je trouve ça hyper intéressant de voir ce que ça peut donner avec les jeux de mots qui vont aller avec, j'espère. Et en mélangeant en plus les contes de notre enfance, voilà, je trouve ça super intéressant. Donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir en tout cas, je sais pas s'il y a plus de 2 tomes, je ne sais plus. Mais en tout cas ces 2 tomes ont l'air vraiment sympas, donc... j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, ça y est, on arrive au bout. Et enfin, j'ai trouvé une trilogie que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Neal Stephenson, encore. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure sur Anathème. Et là, en fait, je l'ai trouvé une trilogie qui s'appelle Cryptonomicon. Donc, le tome 1, c'est le Code Enigma. Le tome 2, le réseau Kinakuta. Et le tome 3, Golgotha. Et c'est la même édition. On est pas mal. Donc, le premier tome, on nous dit du passé mystérieux de la Seconde Guerre mondiale à l'avenir proche des réseaux tout-puissants et omniprésents, une constante, la cryptographie qui permet de chiffrer les messages les plus secrets. Est-il toujours possible de briser un code ? Ou bien faut-il recourir à des moyens plus directs ? Après Le Samouraï virtuel et l'âge de diamant, publié dans la même collection, Neal Stephenson nous propose avec le Code Enigma, premier volet de la trilogie Cryptonomicon, un techno-thriller haletant à la lisière du roman d'espionnage, de la science-fiction et de l'Uchronie. Voilà, donc on est encore sur un mélange de styles, tout ce que j'aime. Par contre, ceux-là, c'est des anciennes éditions, c'est écrit très petit, c'est très dense. Et ils sont énormes, ils font plus de 500 pages. Bref, je connaissais pas du tout cette trilogie de l'auteur, mais franchement ça a l'air hyper sympa. Donc un peu mélange d'espionnage et puis d'enquête, ça a l'air vraiment bien. Donc écoutez, on verra ce que ça donne.
au moins j'ai du Neil Stephenson. Si j'aime pas, ben voilà, on aura de quoi faire. Voilà, ça y est, j'ai fini le book haul du mois d'avril. Je vous avais dit que ça allait être long, je vous avais dit qu'il y en avait un paquet. J'ai aucun remords d'avoir acheté tout ça. C'est pas bien, hein, parce que clairement, je lirai jamais tout de suite, mais c'est pas grave. Je suis très contente qu'ils soient tous venus rejoindre ma pile à lire. Vous voyez, il y a un peu de tout. Dans la SFFF, hein, on reste quand même assez basé là-dessus, parce que j'arrive pas à trouver vraiment d'autres choses qui me plaisent. Policier, thriller, il y a 2-3 trucs qui me plaisent, mais pas grand-chose. Et le reste, j'arrive pas à accrocher. Donc, on est quand même sur majoritairement de la SFFF, avec, vous voyez, quand même des petites dérives au niveau des thèmes, donc avec de la mythologie, des enquêtes, des thrillers. Enfin, voilà, j'aime bien un peu mélanger les styles. Donc, je trouve qu'avec la SFFF, c'est quand même quelque chose d'assez facile, entre guillemets, en tout cas quelque chose d'assez courant qu'on peut vite retrouver. Et ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Donc, ce sont tous mes achats du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, reçu, découvert pendant ce mois d'avril. Est-ce que certains des romans que vous avez vus ici vous intéressent? Vous les avez déjà lus ou pas? Si vous les avez aimés ou pas aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!